tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un député fédéral écolo, Samuel Kogolati. Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. À partir de 2016, la Turquie d'Erdogan a été une menace pour les opposants, ce qui a entraîné un flux de réfugiés politiques. Si une demande d'extradition était faite à l'État belge, quel genre de dispositions auriez-vous prises? Cette question d'extradition, en fait, a déjà été dans les faits posée au gouvernement belge et le gouvernement belge a de manière systématique refusé l'extradition d'opposants politiques qui pourraient craigner de possibles persécutions. Il s'agit là simplement du respect du droit international et des droits humains les plus basiques. Et c'est évident que notre pays, la Belgique, tente un maximum de protéger les droits et les libertés, y compris d'opposants politiques, de dissidents, et est donc extrêmement prudente dans ce genre de demande d'extradition. Et c'est bien normal puisqu'il s'agit, encore une fois, de protéger les libertés fondamentales de toutes les personnes qui peuvent se trouver sur notre territoire, y compris de réfugiés politiques. Vous êtes parmi les 10 Européens à être sanctionnés par la Chine pour avoir défendu les droits humains des Ouïghours. J'aimerais faire une comparaison avec le président turc qui n'arrête pas de violer les droits humains de ses opposants. Peut-on penser qu'un pays qu'on peut qualifier de pays sous un régime autoritaire bénéficie d'une immunité légale au niveau international? Je crois qu'il faut être très clair sur la question du respect et de la promotion du droit international. Il ne s'agit pas de viser un régime en particulier, que ce soit la Chine ou la Turquie ou encore un autre gouvernement. Il s'agit, pour moi, de faire respecter les droits humains comme pierre angulaire de nos relations extérieures avec le monde, dans toutes nos relations, peu importe le pays concerné. Encore une fois, moi, je défends une conception du droit international qui n'est pas à géométrie variable. Et donc, je ne pense pas que les droits humains devraient plus s'appliquer dans certains cas que dans d'autres. J'ai entendu beaucoup de critiques ces derniers jours suite notamment à ces sanctions imposées par la Chine, des critiques qui m'auraient accusé de viser en particulier la Chine plus que d'autres. Et je réfute ces critiques avec la plus grande force puisque mon travail et mon job comme parlementaire et comme membre et même vice-président de la Commission des relations extérieures en Belgique consiste à faire respecter les droits humains, d'abord chez nous, évidemment, puisqu'il s'agit de montrer l'exemple aussi en Belgique, et ce n'est pas si simple. Nous connaissons aussi des problèmes et certains abus à l'intérieur même de nos frontières, mais aussi, évidemment, de faire respecter les droits humains comme valeurs universelles partout ailleurs dans le monde. Et donc, quand vous me parlez de la Turquie plus spécifiquement, moi, je suis intervenu très récemment, il y a quelques jours, pour me lever contre le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Je pense en effet que à l'heure où justement nous n'avons jamais compté autant de violences domestiques contre les femmes, c'est une aberration de se retirer de ce traité fondamental pour les droits des femmes et pour les droits humains en général. La même chose quand on voit qu'un parti comme le HDP est menacé de disparition du Parlement alors qu'il représente la deuxième force politique d'opposition démocratiquement élue au Parlement turc. Et donc, ce sont là deux exemples vraiment très concrets pour montrer que, encore une fois, notre vision des droits humains n'est pas à géométrie variable et nous intervenons dès que nous le pouvons, que ce soit pour, par exemple, protéger les droits de Paul Rusesabagina au Rwanda, que ce soit pour protéger les droits des femmes en Turquie, pour protéger l'état de droit en Hongrie, ou y compris pour lutter contre certaines violences policières à l'intérieur même de nos frontières en Belgique. Et donc, encore une fois, je crois que nous nous sentons vraiment très droits dans nos bottes et particulièrement justes, puisque vraiment, nous luttons pour le respect des droits humains peu importe la communauté, peu importe le pays concerné. En référence à la question précédente, est-ce que la loi Magnitsky devrait-elle être appliquée en Turquie? Et donc, cette loi permet à l'Union européenne d'imposer des sanctions contre les auteurs d'atrocités, d'abus graves contre les droits humains. Et je me réjouis que
l'Union européenne se saisisse de ce nouvel outil unilatéral pour faire respecter les droits humains, et on l'a vu notamment dans ses relations avec la Chine, mais aussi dans le cadre d'autres pays. Et ma réponse, elle est très claire. Oui, je pense que l'Union européenne doit pouvoir se saisir de cette arme pour faire respecter les droits humains partout où c'est possible. Mais attention, je pense qu'il s'agit aussi de nuancer l'utilisation de ces sanctions. Le recours à ces sanctions ne représente pas non plus la panacée. Il serait naïf de croire que parce que l'Union européenne a imposé des sanctions à 4 individus, à 4 officiels du gouvernement communiste chinois, que soudainement les camps vont pouvoir disparaître et que toutes les personnes ouïghours innocentes vont pouvoir être libérées. Donc, je crois qu'il s'agit ici d'utiliser aussi ces sanctions avec beaucoup de précaution. Je dis aussi attention à des sanctions économiques qui pourraient parfois avoir un effet contre-productif, puisqu'elles pourraient en vérité parfois sanctionner en premier lieu les populations locales. Et il s'agit encore une fois ici de viser les responsables politiques d'atrocités et pas les populations que nous devons justement encourager dans leurs efforts pour retrouver la liberté, pour retrouver la démocratie. Selon vous, quels sont les facteurs de dégradation du système politique turc? Sur deux points qui me semblaient problématiques. Euh, et encore une fois, pas tellement de la Turquie en général, mais plutôt de la présidence d'Erdogan. Euh, je crois que l'annonce du retrait par décret présidentiel d'Erdogan de la Convention d'Istanbul euh, représente véritablement un choc et un danger pour les droits des femmes. Et là, nous sommes évidemment vraiment les premiers à nous montrer solidaires avec toutes les femmes turques qui ont réagi dans la rue contre ce retrait, parce qu'encore une fois, ça représente un danger pour le respect des droits des femmes. Vous savez que, y compris en Europe, certains pays comme la Pologne songeaient à se retirer également de cette convention d'Istanbul. Notre pays s'y est toujours opposé. Et je pense que c'est important d'être très clair. Nous attendons beaucoup plus de la part des gouvernements pour protéger les droits des femmes, y compris contre les violences domestiques. C'est là un exemple. L'autre exemple, c'est le fonctionnement démocratique de la Turquie. Je crois que la Turquie doit représenter un partenaire important pour l'Union européenne, mais doit absolument veiller aussi au respect de l'état de droit et au respect des garanties les plus démocratiques. Et l'une de ces garanties démocratiques, c'est évidemment de pouvoir disposer, dans un Parlement démocratiquement élu, de forces d'opposition. Vous savez, au Parlement, effectivement, moi, je suis fier de ce Parlement parce que aussi nous pouvons différer d'avis et diverger. Et nous pouvons parfois, oui, avoir des débats véhéments, mais sur des idées. Et je pense que c'est ce qui fait la force aussi d'un pays démocratique. Et donc, quand je vois que le deuxième parti d'opposition, le HDP, est menacé d'exclusion et de disparition du Parlement, je pense que ça représente vraiment un grave danger pour la démocratie en général. Et encore une fois, comme parlementaires, y compris en parlant depuis la Belgique, nous serons toujours du côté de tous les démocrates, et y compris évidemment en Turquie. Si nous prenons l'exemple des sanctions infligées à la Biélorussie, le cas de la Turquie est dans une situation beaucoup plus inquiétante, tout comme le cas des Ouïghours, mais malheureusement invisible aux yeux des institutions internationales. Alors, quels types de critères sont pris en compte pour que l'Union européenne impose des sanctions politiques et économiques à un pays lorsqu'il y a des violations des droits humains? Je ne sais pas si la situation en Turquie est nécessairement plus grave que celle infligée au peuple ouïghour, qui fait certainement face à un risque très sérieux de génocide en cours. Euh, il ne s'agit pas, je pense, de classifier sur une sorte d'échelle les différentes souffrances et les différents abus infligés au peuple, que ce soit au Bélarus, en Turquie ou ailleurs. Euh, je crois encore une fois à une conception universelle des droits humains. Et je crois profondément que l'Union européenne
doit pouvoir, pour maintenir aussi sa crédibilité sur la scène internationale, quelque part appliquer les mêmes outils quand les droits humains sont en danger. Et c'est très important. Vous ne pouvez pas, encore une fois, et je me répète, d'un côté, dénoncer des graves violations des droits humains, par exemple en Chine, et de l'autre, signer une convention d'investissement avec ce même pays, avec ce même régime autoritaire chinois. Et donc, pour moi, il s'agit encore une fois de faire preuve de cohérence aussi sur la scène internationale. Vous savez que le traité fondateur de l'Union européenne nous oblige à défendre la solidarité, les valeurs des droits humains, les valeurs de l'état de droit, de la démocratie sur la scène internationale. Et donc, vraiment, peu importe le pays concerné, je crois que nous devons appliquer les mêmes principes fondateurs et veiller vraiment à soutenir la démocratie partout où elle est en danger.